Donc là, je vous avais parlé de finalement de thérapeutique pharmacologique classique ou de thérapeutique par remplacement protéique, hein, l'hémophilie ou la maladie de Gaucher, il manque un facteur de coagulation, il manque un enzyme, on produit ce facteur de coagulation, on produit cet enzyme et on le donne. Aujourd'hui, je vais vous parler pour l'heure qui suit, de thérapie génique, et je continuerai la prochaine fois. La thérapie génique, ça a une assez longue histoire, et une histoire qui a été marquée par des enthousiasmes malheureusement un peu trop forts. D'une part, parce que les chercheurs, quand ils sont sur quelque chose qui les passionne et qu'ils ont un premier résultat qui a l'air intéressant, ils aiment bien le faire savoir, et c'est peut-être certains plus que d'autres. Il y avait peut-être aussi des intérêts des boîtes de biotech à essayer de vendre ça. Il y avait aussi, on l'a reproché à l'Association française contre la myopathie, de peut-être survendre la thérapie génique. Et donc, ce que je voudrais dans ce cours, c'est vous dire qu'après beaucoup de temps, il commence à y avoir des choses, déjà depuis, j'allais dire, une petite dizaine d'années, mais ça s'accélère, d'intéressant sur la thérapie génique, mais c'est encore très limité. Il y a encore beaucoup de choses, de problèmes. Et puis, comme je vous l'avais montré, que ce soit pour la phénylcétonurie, l'hémophilie, etc., vous pensez avoir fait un grand pas, vous avez quelque chose qui a l'air de marcher, et puis patatras, il y a une complication que vous n'aviez pas prévue, qui vous oblige quelquefois à carrément revenir en arrière, à arrêter. Et donc, c'est quelque chose que je vais... Alors, juste pour que vous voyez, j'ai fait une petite recherche bibliographique sur les articles qui parlent de thérapie génique. Avant 1980, on n'en parle pas, mais c'est évident, puisqu'on ne savait même pas, avant, disons, 1975, on ne savait pas isoler un gène. Donc, si on ne savait pas isoler un gène, on ne pouvait pas faire de thérapie génique. Donc, en 1980, il y a un papier qui parle de thérapie génique. En 1990, il y en a déjà 65. Et là, maintenant, on en est à peu près à 5500 pour 2010. Ou non, 6500 en 2010. Donc, vous voyez, une explosion, en tout cas, des recherches sur la thérapie génique, avec des phases. Et ce commentaire d'une revue récente qui dit que près de 20 ans après le début des recherches sur la thérapie génique et même des premiers essais cliniques, ça n'est que maintenant qu'on peut se dire que c'est vraiment, en tout cas pour les maladies génétiques, un traitement qui peut être intéressant, en tout cas pour des patients avec des immunodéficiences, telles que Severe Combined Immunodeficiency, déficit en adénosine déaminase, la granulomatose chronique, etc. Celles où il y a déjà des possibilités de traitement par transplantation médulaire. Donc on pourrait se dire, mais à quoi sert la thérapie génique puisqu'on a déjà la transplantation médulaire? Et ce qu'il dit, c'est pour ceux qui n'ont pas de donneur compatible HLA, et la transplantation médulaire, c'est quand même aussi quelque chose de dangereux. Mais il y a des risques génotoxiques. Donc vous voyez, au bout de 20 ans, on commence à avoir des maladies où on se dit, voilà, ça peut être proposé à des malades comme traitement, pas comme un essai clinique, parce que ça, c'est une des choses où, je dirais, pour les maladies génétiques, il y a toujours une énorme attente, évidemment, des familles et des patients auxquels on a dit il n'y a rien à faire, il n'y a pas de traitement, pour qu'il y ait quelque chose pour eux. Et ils ont quelquefois tendance à se dire s'il y a un essai clinique, c'est qu'il y a un traitement.
Et c'est toujours difficile de leur faire comprendre sans essayer de les décourager qu'un essai clinique, ça veut dire qu'on va tester un traitement. Ça ne veut pas dire que le traitement y marche. Et que très souvent, les essais cliniques finissent par dire que finalement, ça ne marche pas ou ça marche trop peu pour que ça soit vraiment intéressant ou il y a des problèmes. Alors, quelles sont les stratégies de thérapie génique ? Il y en a une qui est celle qui a eu ses premiers succès, une où il y a des essais cliniques prometteurs, en tout cas pour la myopathie de Duchenne, et des choses qui sont dans le pipeline pour d'autres maladies, et puis celle-là qui est encore la chirurgie du gène, qui est encore du domaine de la science-fiction, mais pour laquelle, par exemple, l'AFM, par exemple, soutient des programmes de recherche, mais très en amont. Alors, donc, ces trois stratégies. La première, vous avez un gène qui ne fonctionne pas, qui code pour une protéine, évidemment, et on va essayer d'utiliser, en général, un vecteur viral, mais disons, on va essayer d'introduire non pas tout le gène tel qu'il est dans le génome, mais la version, je dirais, condensée qui est la séquence qui correspond à l'ARN messager, donc la séquence codante du gène. On va essayer de la faire rentrer dans les cellules, non pas dans toutes les cellules de l'organisme, parce que toutes les cellules de l'organisme, ça voudrait dire qu'il faut faire la correction au niveau de l'embryon avec quelques cellules, où il faudrait corriger toutes les cellules. Donc il ne s'agit pas de faire une thérapie de tout, mais d'essayer de cibler les cellules qui ont besoin de l'activité de ce gène. Ça veut dire que si on est dans une hémoglobinopathie, c'est les cellules de la lignée rouge, de la lignée érythroïde. Si on est dans une myopathie, c'est les cellules musculaires. Si on est dans une maladie neurologique, c'est les neurones ou les cellules gliales pour apporter le gène là où il faudrait qu'il fonctionne pour améliorer la symptomatologie clinique. Alors, donc, il faut faire rentrer ce gène. Un gène, c'est les séquences d'acides nucléiques. Les acides nucléiques, ça ne passe pas très bien les membranes de la cellule. Et donc, en général, on est obligé d'utiliser des vecteurs. Alors, il y a eu beaucoup d'essais sur des vecteurs chimiques, mais ça n'a pas donné grand-chose en général. Et donc, ceux qui savent très bien faire rentrer de l'acide nucléique dans une cellule, c'est les virus, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Leur génome, c'est des acides nucléiques, DNA ou RNA. Et pour qu'ils puissent proliférer, etc., il faut qu'ils rentrent dans la cellule, qu'ils mettent leur génome dans celui de la cellule. Donc, on bricole des virus pour leur mettre le gène qu'on veut exprimer et pour qu'ils fassent leur boulot de virus, c'est-à-dire d'aller intégrer le gène dans les cellules, en espérant que ce soit effectivement les bonnes cellules cibles, et en s'arrangeant évidemment pour qu'ils ne fassent pas la suite de leur boulot, qui est celui évidemment de se multiplier et éventuellement de tuer la cellule ou de la rendre très malade. Parce que ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, c'est la chose, c'est le gène de remplacement, si vous voulez. Il y a un gène qui est défectueux, on va amener les séquences codantes du gène dans les bonnes cellules en remplacement, ou en tout cas pas en plus, enfin disons, pour bien. Alors, une autre chose qui commence notamment pour la myopathie de Duchenne, et dont je parlerai, je pensais en parler cette fois-ci, mais ce sera, je pense, pour la prochaine fois, c'est de moduler l'expression du gène de façon, du gène malade, hein, de façon à transformer une maladie grave en une maladie moins grave. Et ça, c'est notamment les stratégies de saut d'exon qui ont fait
l'objet déjà d'essais cliniques et surtout d'un essai, je crois, de phase 2-3 pour la myopathe du chêne. Et ça, on n'utilise pas donc tout le gène, on utilise des oligonucléotides, des petits fragments d'acide nucléique qui vont moduler, qui sont ciblés pour un gène donné, pour une région du gène donné, et pour moduler son expression. Alors, quand je vous parlais de ce qui est de la science-fiction encore pour le moment, en tout cas qu'on commence à tester sur des systèmes de culture de cellules, mais on n'est encore même pas, je dirais, au modèle animal, c'est de pouvoir réintroduire ou corriger le défaut génétique là où il est dans le génome. Pas simplement, il y a un gène qui ne fonctionne pas, donc on va mettre quelque part dans le génome ou quelque part dans la cellule un gène qui fonctionne, mais en laissant l'autre en place. C'est d'aller directement au niveau du génome, dans les cellules, de corriger l'anomalie génétique, de remplacer le bout qui n'est pas bon par un bout qui est bon. Et ça, c'est basé en partie sur les techniques qu'on utilise, par exemple, pour créer des souris manipulées génétiquement. C'est ce qu'on appelle la recombinaison homologue, qui permettent de remplacer dans le génome de la souris un gène par une version mutée du gène. Le problème, c'est qu'on fait ça sur des cellules souches de la souris. On fait ça sur des cellules souches et on reconstitue la souris à partir de ces cellules souches. Chez l'homme, ça voudrait dire qu'il faudrait faire ça, effectivement, pour le moment, on ne voit pas encore très bien comment on pourrait le faire sur tout l'organisme, prendre des cellules, et notamment peut-être des cellules souches, de la personne, les corriger, les faire se différencier en cellules musculaires ou en cellules myocardiques, etc., et les remettre pour permettre d'avoir des cellules corrigées, mais exactement corrigées. Donc, je parlerai peut-être de ça dans le dernier cours. Donc, comme je l'ai dit, un gène, c'est donc un acide nucléique, ADN double brun, ou quelquefois ça peut être de l'ARN simple brun, mais ça ne rentre pas comme ça tout seul dans une cellule. Et pour le faire entrer, il faut soit l'empacter dans ce qu'on pourrait appeler des vecteurs non viraux, dans des composés chimiques qui permettront de passer la membrane et ensuite qui permettront de délivrer l'ADN, donc par exemple des liposomes, des molécules cationiques, etc. Il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Ça marche à peu près sur des cellules en culture. Ça ne marche pas vraiment en général au niveau de l'organisme parce que ce n'est pas efficace. Donc si vous voulez, à l'heure actuelle, sauf pour les traitements par oligonucléotides, mais quand on parle d'apporter tout un gène, à l'heure actuelle, quand même, je pense que tous les essais sont avec des vecteurs viraux. Alors les vecteurs viraux, il y a eu des modes, si vous voulez, des modes, tout simplement, parce que les gens connaissaient bien la biologie d'un virus, se disaient, voyez, comment est-ce qu'on pourrait le bricoler pour qu'il puisse amener le gène dans des cellules. Et puis, il y avait les analyses au niveau des modèles souris. Et puis, éventuellement, si ça avait l'air d'être prometteur, on passait à l'homme. Alors, les premiers vecteurs, c'est d'une part les rétrovirus, qui sont des virus qui ont dans leur génome de l'ARN, mais qui, quand ils rentrent dans la cellule, codent pour une enzyme qui s'appelle la reverse transcriptase, qui va copier cet ARN en ADN et insérer cet ADN dans le génome de la cellule hôte. Donc le rétrovirus est un vecteur intégratif, c'est-à-dire qu'il va intégrer son génome, et son génome
contenant éventuellement le gène correcteur, comme l'AFM dit, le gène médicament. Donc c'est un vecteur intégratif au sens qu'il va intégrer son génome et donc le gène médicament quelque part au hasard dans le génome de la cellule que l'on veut corriger. Ceci dit, il y a un problème avec les rétrovirus, c'est que leur cycle biologique fait qu'ils ne peuvent intégrer ce génome et rentrer dans le noyau que dans une cellule qui se divise. Les neurones ne se divisant pas, le muscle ne se divisant pas, et les cellules souches qu'on aimerait bien, par exemple hématopoïétiques, se divisant très rarement, les rétrovirus ne sont pas très très bons pour des cellules qui ne se divisent pas ou qui se divisent très peu. Voilà. Alors, il y avait un vecteur qui avait l'air très intéressant, beaucoup étudié en France, beaucoup étudié aux États-Unis, qui était l'adénovirus, parce que c'était un virus que les gens connaissaient bien, qui semblait être tout à fait intéressant. Et moi, je me rappelle toujours, ça devait être dans les années 92 ou quelque chose comme ça, où le laboratoire d'Axel Kahn, en utilisant un adénovirus et qui permettait d'apporter une version raccourcie du gène, la dystrophine, qui est responsable de la myopathie de Duchenne, arrivait en étant injecté dans des souris modèles de la myopathie de Duchenne, avait l'air d'arriver à corriger ces souris. Quand il injectait ce virus, médicament, chez les souris néonatales. Et c'était vraiment très spectaculaire, et je peux dire, tout le monde était vraiment, on se disait, ça y est, là, on est sur le bon chemin. Mais c'est très vite aperçu qu'effectivement, ça marchait quand on injectait à des souris néonatales, mais que si on injectait à des souris qui avaient 15 jours, ça ne marchait déjà plus, parce qu'il y avait des réactions immunologiques immunitaires qui faisaient que ça ne fonctionnait plus. Et puis, il y a eu quand même des essais cliniques, pas pour la myopathie du chêne, mais pour d'autres maladies, et on s'est petit à petit rendu compte que l'adénovirus était très immunogène et très inflammatoire. Et puis, à un moment, en 1999, au cours d'un essai clinique, un jeune homme de 19 ans qui était dans un essai clinique pour une maladie qui s'appelle le déficit en ornithine transcarbamylase, une maladie hépatique. Dans un protocole clinique qui, semble-t-il, n'avait pas été tout à fait suivi parce qu'il était censé y avoir des escalations de doses, et là, apparemment, on lui a donné une dose assez forte. Là, il a fait une réaction inflammatoire aiguë, et il est mort en 3 jours. Et je dirais que ça a été à peu près l'arrêt non seulement des essais avec l'adénovirus, mais notamment aux États-Unis, ça a fait un gros coup aux recherches sur la thérapie génique, parce que tout d'un coup, les boîtes de biotechno, les boîtes pharmaceutiques qui s'étaient impliquées là-dedans, ça les a quand même, vu les difficultés, etc., ça les a beaucoup ralentis. Et donc, il y a eu beaucoup de laboratoires ou de boîtes qui ont arrêté de vraiment faire des études, des essais cliniques sur la thérapie génique. À partir de 1992-93 est venu un petit virus qui s'appelle l'adéno-associated virus, parce que c'est un virus qui, dans son cycle biologique, a besoin d'adénovirus pour pouvoir se répliquer. Sans adénovirus, il ne peut rien faire. Et c'est un virus très intéressant, et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui se font avec l'AAV, y compris des essais cliniques qui sont en cours, parce que, comme je vous l'illustrerai, il a des avantages, il ne permet pas de tout faire, il est un peu limité pour la grandeur de gène qu'il peut transporter, mais c'est intéressant. Et puis,
depuis quelques années, mais les premières publications viennent tout juste de sortir, et là, il faut le dire que c'est un peu de cocorico, en tout cas pour les maladies génétiques, c'est les publications françaises, c'est l'utilisation de vecteurs lentivirus. Donc les lentivirus, c'est une forme un peu particulière de rétrovirus. Il se trouve que ces vecteurs sont dérivés du HIV. Et donc vous voyez qu'il a fallu quand même arriver à convaincre les agences de régulation que ces vecteurs étaient suffisamment bricolés, etc., pour qu'il n'y ait vraiment pas de risque. Parce que quand on vous dit, tiens, je vais utiliser pour soigner une maladie un virus ou un vecteur qui est dérivé du HIV, il y en a à qui, quand même, ils se disent, oh là, mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir quelque chose ? Et je dois dire que donc, l'équipe française qui a commencé ça, qui a eu du succès, je vais en parler, celle de Patrick Aubourg en collaboration avec Alain Fischer, etc. Je pense qu'ils ont passé 2 ans de négociations avec l'AFSAPS pour essayer de les convaincre de laisser passer, et avec l'AFSAPS qui leur demandait il faut encore ça, il faut que vous testiez la toxicité comme ci, etc. La petite histoire, c'est qu'à un moment, ils voulaient même que les patients soient des espèces de chambres spéciales où il y ait une chambre en dépression qui serait à l'intérieur d'une autre pièce en surpression ou quelque chose comme ça, enfin, quelque chose qui aurait rendu l'essai clinique quasiment infaisable. Et Patrick Aubourg me racontait qu'à un moment, il leur a demandé, dites donc, au fait, les gens qui sont contaminés par le HIV, ils ont le droit de prendre le métro ? Parce que là, c'était un virus qu'on allait utiliser, qui était un virus complètement bricolé, dont on avait enlevé à peu près tout ce qui pouvait être potentiellement dangereux, et il demandait des précautions absolument extraordinaires, alors que, et je dirais heureusement, que les gens qui sont contaminés par le HIV peuvent prendre le métro, parce que de toute façon, le HIV, ça ne se transmet pas comme ça par les particules ambiantes. Enfin bon, ça c'est juste un exemple. Ils auraient mieux fait d'être un peu plus regardants sur le Mediator que là-dessus. Alors, un peu de statistiques qui vous montrent, ça c'est les essais cliniques. Alors, beaucoup des essais cliniques ont été faits aussi, non pas sur des maladies génétiques, mais sur le cancer, c'est-à-dire essayer de mettre des gènes suicides dans les cellules cancéreuses, c'est-à-dire des gènes qui tueraient que les cellules cancéreuses et pas les autres. Donc, beaucoup d'essais de thérapie génique sont des essais visant justement à tuer les cellules, mais pour des cellules cancéreuses. Et ce que ça vous montre, vous voyez, donc, premiers essais cliniques vers les années 91-92. Je vous ai dit, en 1980, on commence à en parler, mais jusqu'à ce qu'on passe à un essai clinique vers 90-91. En blanc, c'est les rétrovirus. Donc, vous voyez, les rétrovirus ont été les premiers. Ensuite, vers 93-94, il y a eu l'adénovirus qui a été un peu utilisé. Et vous voyez que finalement, les rétrovirus, ça a plutôt diminué, alors que les autres vecteurs ont plutôt augmenté. L'adénovirus, mais ça a dû s'arrêter, je pense, vers 99-2000, et remplacé par l'AAV, et puis plus récemment, les lentivirus. Mais vous voyez que, alors qu'il y avait eu, ça a augmenté le nombre d'essais cliniques, à partir de 98-99, l'enthousiasme a été, par le fait qu'en fait tous ces essais en fait, se terminaient par des échecs, ça a commencé par diminuer un peu l'enthousiasme des foules pour la thérapie génique. Et il a fallu, je dirais, beaucoup de courage à des équipes comme celle d'Alain Fischer de vraiment poursuivre ceci, et aussi à l'AFM pour soutenir ce type de choses, parce qu'il y a eu vraiment une période, je dirais, traversée du désert, où la thérapie génique, les gens disaient « Pourquoi vous mettez tant d'efforts là-dedans, ça ne marchera jamais ». Alors, c'est des dias un peu pas lisibles, mais enfin, je vais vous les résumer. Donc, on va parler d'abord des rétrovirus. Donc, comme je vous avais dit, c'est des virus qui sont des virus à ARN, mais qui, quand ils rentrent dans la cellule,
grâce à la reverse transcriptase, et ils ont un gène, le gène Pol, qui code pour cette reverse transcriptase, leur permet d'avoir un ADN qui va s'intégrer. Eh bien, ce qui a été fait, c'est qu'on ôte du virus à peu près tous les gènes qui sont nécessaires à sa biologie, pour avoir à la fois un virus qui est non réplicatif, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas, dans la cellule qui l'a infecté, se répliquer, mais évidemment, pour fabriquer le virus, il faut quand même qu'il puisse se répliquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que tous les gènes qui sont nécessaires pour que le virus soit fait, eh bien, les gens ont produit ce qu'on appelle des helper cell lines, des lignées cellulaires qui contiennent les gènes qui sont nécessaires pour pouvoir fabriquer un rétrovirus. Mais ces gènes, ils sont dans le génome de la cellule productrice, mais ils ne sont pas dans le génome du virus lui-même. Hein, une complémentation, ce qui permet de fabriquer le virus, mais ce virus n'a plus ces gènes qui lui permettent de se répliquer. Donc c'est ce qu'on appelle un virus qui est incompétent pour sa réplication. Et donc on a besoin, et ça a été tout un travail, je dirais, des laboratoires ou de l'industrie biotechnologique, c'est de construire ces packaging cell lines, ces lignées cellulaires qui permettaient de fabriquer du rétrovirus de manière la plus efficace possible, parce que le problème aussi, c'est que quand vous voulez corriger des cellules en culture, à la limite, quand vous voulez faire quelque chose pour une souris, c'est pas trop difficile de produire du virus en quantité suffisante. Mais quand vous voulez faire des choses qui puissent être utiles pour un être humain, en général, il faut des quantités plus importantes. Donc, c'est ça le problème. Donc, si vous voulez, voilà, ça c'est, je dirais, l'ADN, enfin le génome du virus tel qu'il va... attendez, je crois qu'il faut que je fasse juste quelque chose. Voilà, ça sera mieux. Donc, le génome qui va rentrer dans la cellule hôte, il n'a plus du virus que ce qu'on appelle les long terminal repeats. Ici, cette séquence psi qui est la séquence qui permet d'intégrer ce génome dans les protéines de l'enveloppe, de faire une particule virale. Et puis tout le reste, c'est le transgène, le gène médicament que vous voulez intégrer. Et puis, les autres gènes du virus, GAG, Pol, la polymérase, les gènes qui codent pour la protéine d'enveloppe, ceux-là, ils vont être présents dans la cellule, la packaging cell, la cellule d'empaquetage, mais ils ne seront pas présents dans le génome viral. Alors, en l'an 2000, une publication du groupe d'Alain Fischer, donc à Necker, pas loin d'ici, Marina Cavazzano-Calvo comme premier auteur, qui fait un peu l'effet d'une bombe. C'est publié dans une revue prestigieuse, Science, parce que ça a l'air d'être vraiment la première fois qu'on a vraiment des preuves rigoureuses qu'une thérapie génique a l'air de marcher. C'est sur 2 patients qui ont une de ces maladies, une immunodéficience, vous savez, ces enfants bulles, qui, là, il s'agit d'une maladie où il leur manque les lymphocytes T et d'autres lymphocytes qu'on appelle les natural killers. Donc, c'est des enfants qui sont hypersensibles aux infections, que si on ne les met pas dans la bulle, vont être la proie d'infections virales et décéder très rapidement. Donc, c'est une immunodéficience très sévère qui est liée à l'absence d'une des sous-unités pour un récepteur pour des interleukines. Et les interleukines, c'est ces petites protéines
qui ordonne à des lymphocytes de se diviser, de se multiplier, de se différencier, etc. Donc, ce récepteur ne fonctionne pas parce qu'il manque une des sous-unités. Donc, les interleukines ne peuvent pas faire leur boulot. Donc, en fait, il y a quasiment, il n'y a pas de lymphocyte T, il n'y a pas de natural killer lymphocyte. Alors, pourquoi est-ce qu'on a commencé... Alors, ceci dit, comme je l'avais dit, c'est une de ces immunodéficiences, puisqu'il y a un déficit dans des cellules d'origine hématopoïétique, le système hématopoïétique, la transplantation médulaire est un moyen de guérir ces enfants quand elle prend, quand il n'y a pas de problème. Mais comme dit, il faut des donneurs HLA compatibles, et que même avec des donneurs HLA compatibles, comme vous êtes obligé de faire des traitements immunosuppresseurs et des traitements au départ pour permettre aux cellules du donneur de s'intégrer, vous devez traiter par des antimitotiques. C'est quand même quelque chose un traitement, je dirais, qui a des gros problèmes, et il y a à peu près 20%, même dans les meilleurs endroits, il y a 15 ou 20% des enfants à qui on fait une greffe de moelle qui vont mourir de l'échec de cette greffe ou de problèmes liés à cette greffe. Donc, si vous voulez, c'est un traitement, mais qui n'est pas... Et en plus, il faut un donneur. Donc là, ils ont pris un virus qui est dérivé... c'est un rétrovirus standard, de ce qu'on appelle le virus de la leucémie de Moloney. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait, en fait, un traitement ex vivo. C'est-à-dire qu'ils ont pris chez les enfants atteints de ces maladies, ils n'ont pas de lymphocytes, mais ils ont dans leur moelle des cellules qui sont les précurseurs des cellules hématopoïétiques et qu'on peut purifier parce qu'elles portent un marqueur de membrane qui s'appelle le marqueur CD34. Donc, et on sait que les cellules souches hématopoïétiques sont des cellules souches CD34+, il y en a très peu. Donc, ils prennent la moelle de ces enfants, ils purifient les cellules CD34 et ils les font proliférer, et ensuite, ils les traitent avec un rétrovirus qui porte le gène déficient, donc cette chaîne gamma de ce récepteur T. Ces cellules qui ont été infectées, ils vont les remettre dans la moelle, dans la circulation plutôt, de ces enfants. Donc c'est leurs propres cellules, donc il n'y a pas de problème de compatibilité. C'est leurs propres cellules qui ont été corrigées, c'est ce qu'on appelle une transplantation autologue, puisque c'est les propres cellules de l'enfant, mais simplement qui ont été corrigées. Et là, dans ce papier, qui a fait énormément de bruit, très, très, très cité, ils avaient, je crois, 2 patients, c'est marqué quelque part, c'est ça, 2 patients, un suivi de 10 mois, voilà, 10 mois, et voilà, in 2 patients. Ils rétablissent les comptes de cellules T, B. Alors, comme les B, pour se multiplier et différencier, ils ont besoin de la communication avec les lymphocytes T. Quand vous n'avez pas de T, vous n'avez pas de B non plus, ou vous en avez beaucoup moins. Réponse à l'antigène qui ont été normalisées. Donc, il conclut que dans ces 2 patients, la thérapie génique a permis une correction complète de la maladie et donc un bénéfice clinique. Alors, pourquoi ils avaient commencé sur cette maladie particulière, en dehors du fait qu'ils étaient les spécialistes, je dirais? Il y avait quand même une raison très particulière. Ils savaient que même s'ils corrigeaient qu'un petit nombre de cellules, ça donnait à ces cellules un avantage tel qu'on pouvait espérer qu'ils reconstituent un système immunitaire à partir d'un tout petit nombre de cellules. Pourquoi ? Parce que
des précurseurs de lymphocytes qui n'ont pas ce système, ce récepteur actif, ne se divisent pas. Ils restent là. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de lymphocytes, ils ne se différencient pas, ils ne se divisent pas. Si vous avez une cellule, même sur 10 000 ou 100 000 qui a été corrigée, celle-là va se diviser, se différencier, et donc pouvoir finalement prendre la place des autres. Et en fait, ils avaient une preuve, je dirais presque par hasard, dans une famille qui avait cette maladie-là, et où ils avaient trouvé la mutation, et ils pouvaient suivre la mutation dans la famille. Ils ont trouvé un gosse qui au début avait, je crois, avait la maladie, mais qui, bien qu'il avait la mutation, allait bien, avait un système immunitaire qui n'était pas tout à fait normal, mais qui était quasi normal. Et ils se sont demandé pourquoi. Et ils ont pu s'apercevoir qu'il y avait eu ce qu'on appelle une mutation réverse, un événement extrêmement rare, qui probablement était survenu dans une seule cellule, puisque c'était une mutation réverse. Et cette mutation réverse qui s'était passée, donc mutation somatique, avait réussi à donner un tel avantage au précurseur qui y est porté que ça avait reconstitué quasiment un système immunitaire normal. Donc, ils savaient que même si leur technique de thérapie génique était très peu efficace, s'ils ne corrigeaient qu'une infime minorité de cellules, ça donnerait à ces cellules un tel avantage que ça devrait être capable de reconstituer un système immunitaire. Et ça, c'est tout à fait différent quand je vais vous parler après par exemple, l'adrénoleucodystrophie, où le gène que vous allez apporter n'apporte rien à la cellule qui est. Donc, si vous ne corrigez qu'une cellule sur 1000, vous ne corrigez rien, parce qu'il n'y a pas d'avantage sélectif. Mais revenons à nos moutons sur SCID. Donc, 2000, formidable, 10 mois de suivi, 2 patients. Nouveau papier, par la même équipe, ils ont traité 10 patients maintenant. Chez 9, ça a marché. Ils ont reconstitué un système immunitaire sur 9 sur 10. Mais, patatras, il y en a 2 des 10 qui développent une leucémie. Et quand on regarde, donc leucémie, qu'est-ce que c'est? Un clone anormal et c'était un clone de cellules T, justement ces cellules qu'il fallait corriger, un clone de cellules T anormales. Et quand on regarde ce qui s'est passé, c'est à chaque fois dans ce clone-là, le rétrovirus s'est mis à côté d'un des 25 000 gènes du génome, un gène qui s'appelle LMO2, dont on savait que c'était un proto-oncogène, qui pouvait être activé dans certaines tumeurs. Et en fait, le fait que le rétrovirus se soit intégré tout près de LMO2, ou même à l'intérieur du gène, a activé l'expression de manière anormale de ce gène et a fait que le clone dans lequel il y avait cette insertion a commencé à proliférer et est devenu un clone leucémique. Alors vous dire, quelle est la probabilité qu'il y ait le rétrovirus aille juste au niveau de ce LMO2? Alors d'abord, je pense que toutes les régions du génome ne sont pas également accessibles à un rétrovirus. Il y a probablement, vous savez que la structure de la chromatine elle est plus ou moins impactée, donc il y a probablement des régions du génome qui sont plus accessibles que d'autres gènes rétroviral. Mais l'autre chose, c'est qu'en fait, quand vous infectez avec des dizaines de milliers de particules virales, des dizaines de milliers de cellules, vous avez un rétrovirus qui va intégrer son génome à tel endroit, un autre rétrovirus qui va intégrer son génome à tel autre endroit. Donc vous avez divers sites d'intégration. Mais si,
au niveau d'un de ces sites d'intégration, le fait que le rétrovirus se soit intégré à cet endroit-là donne un avantage sélectif à la cellule parce que ça a modifié, justement, ça a activé un proto-oncogène, alors qu'au départ, c'était peut-être qu'une cellule sur 1000 ou une cellule sur 5000 qui était comme ça. À l'arrivée, c'est peut-être 50% des cellules, parce que cette cellule-là a proliféré plus vite que les autres. Et effectivement, si vous voulez, alors voilà, c'est l'illustration, si vous voulez, chez ces deux enfants, leur lymphocyte T. Donc quand on commence, ils sont immunodéficients, ils n'ont pas de lymphocyte T. À partir de 2-3 mois après la thérapie génique et où on leur a remis leurs cellules CD34 traitées à... Vous voyez que le taux de lymphocyte T augmente. Alors là, vous avez différents patients, hein, c'est P5, P8, c'est différents patients. Et vous voyez, à partir de 2 ou 3 mois, vous avez normalisé, 14, 16 mois, etc., ça reste. Et puis, deux des patients, P5 et P8, vers 25, 2 ans après, vous voyez, donc plus de 2 ans après, tout d'un coup, leur lymphocyte T commence à augmenter, et puis à s'écraser. Pourquoi ça s'écrase? Parce qu'en fait, ça n'est plus une population, parce que les lymphocytes T, si vous voulez, il faut qu'ils puissent répondre à différents types d'antigènes, donc c'est une population de lymphocytes T différents. Tout d'un coup, il y a une seule population, un seul type de cellule qui a commencé à proliférer, et ça empêche les autres de se diviser, etc. Et donc vous commencez par avoir plus de lymphocytes T, puis tout d'un coup, vous avez un effondrement des lymphocytes T. Et chez ces deux patients, on a vu que, vous voyez, ça c'est le gène LMO2. Eh bien, dans un patient, il s'est intégré ici, là, juste avant le gène, dans ce sens. Dans l'autre, il s'est intégré dans l'autre sens, même à l'intérieur du gène, proche du début du site d'initiation de la transcription. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que dans les LTR, les long tandem repeats, ces choses qui sont aux deux bouts du génome viral, il y a des séquences activatrices de la transcription. Et c'est d'ailleurs celles qui étaient utilisées là-dedans pour permettre d'exprimer le gène médicament. Mais dans ces choses-là, ces séquences activatrices de la transcription ont activé l'expression du gène LMO2. Et ceci a entraîné effectivement cette prolifération. Alors ça faisait 2 patients sur 9 ou sur 10, mais en 2010, avec toujours la même équipe, toujours dans un journal très prestigieux, c'est montré l'importance de leur travail. C'est un travail magnifique, où quand ils ont pu démontrer effectivement cette présence de cette intégration LMO2, finalement, sur les 10 patients qu'ils avaient traités, il y avait 9 chez qui ça avait marché. Et sur les 9 chez qui ça avait marché, ils ont fini par avoir une leucémie dans 4 d'entre eux. Leucémie traitable, et finalement, pour 3 d'entre eux, il y en a quand même un qui est mort de la leucémie. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'avait pas été pris à temps, ou je ne sais pas exactement quelles sont les conditions. Et les 3 autres ont finalement ont pu être traités et leur leucémie a pu être corrigée. Et donc, les cellules corrigées transduites par le rétrovirus, on peut les détecter encore plus de 10 ans après le début de la thérapie génique. Alors, parce qu'il faut se dire que quand il y a eu ces 2 premiers avec des leucémies, ils ont arrêté leur essai clinique en se disant... Alors, il y a eu des grosses discussions parce qu'il y a des familles qui disaient « Mais nous, si on n'a pas de donneur, on veut quand même s'il y a le risque. » Donc, à un moment, ils avaient recommencé
Et puis quand il y a eu les 3e et 4e, ils ont de nouveau arrêté en disant il faut qu'on change de vecteur, on ne peut plus continuer comme ça. Mais donc ils avaient un recul de 10 ans. Donc ce recul montrait qu'effectivement cette thérapie génique continuait à avoir corrigé le système immunitaire plus de 10 ans après. Le répertoire des cellules T, ce répertoire, ça indique combien de cellules T de type différents sont présents et donc peuvent répondre à différents antigènes, parce que si vous n'avez pas un répertoire diversifié de cellules T, vous allez répondre peut-être à certains agents infectieux, mais pas à d'autres. Donc vous avez besoin d'un répertoire divers. Bien, cette diversité était maintenue. D'autre part, comme il dit, il n'y a que les cellules T qui sont corrigées. On n'a pas trouvé de cellules B qui soient corrigées. Et pourtant, les cellules B ont été, si vous voulez, en nombre corrigées aussi. Pourquoi ? Tout simplement, c'est de nouveau cette histoire d'avantage sélectif. C'est le fait d'avoir corrigé dans les précurseurs des cellules T qui leur a donné un avantage sélectif, qui leur a permis donc de se multiplier. Ensuite, ces cellules T, notamment les helpers, permettent aux cellules B de proliférer, mais ces cellules B, elles, n'ont pas besoin de ces récepteurs. Hein, d'accord ? Donc, ce que vous voyez, c'est que les rares cellules qui avaient été corrigées ont permis de donner des cellules T fonctionnelles. Ces cellules T ont permis de faire se multiplier les cellules B et les lymphocytes B, même ceux qui n'étaient pas corrigés, parce que pour les cellules B, le récepteur T ne sert à rien. Mais, effectivement, il y a eu 4 leucémies. Alors, ils disent quand même, finalement, sur les 10 patients traités, il y en a un qui n'a pas marché, et il y en a un qui est mort de sa leucémie. Mais ils disent que si on regarde pour 10 ans sur des gens qui seraient traités par transplantation médulaire, c'est aussi à peu près 30% de mortalité à 10 ans pour les gens qui sont... donc il dit, c'est en tout cas pas moins bien, et peut-être qu'on peut faire mieux. Et là, effectivement, si vous voulez, il y a ce problème aussi, je vous avais dit tout à l'heure, quand je parlais d'une histoire de Patrick Aubourg, la lourdeur d'essais cliniques. Parce que quand on vous autorise à un essai clinique, vous devez absolument justifier que votre lot que vous avez produit n'est pas toxique, il a été vérifié, c'est celui-là qui est approuvé, il est fait dans telle condition. Si vous apercevez qu'il y a un problème, vous ne pouvez pas comme ça changer en disant il y a un problème avec celui-là, je vais vite bricoler un autre pour le faire. Vous devez, c'est comme si vous faisiez un nouvel essai clinique. Il faut repasser du début. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, ça met beaucoup de temps ensuite à corriger. Alors, il y a, si vous voulez, pour augmenter la sécurité, puisque ce qu'ils ont reconnu, c'est que vous aviez cette génotoxicité d'insertion. C'est que vous insérez votre rétrovirus au hasard, et il suffit que peut-être une cellule sur 1000 ou une cellule sur 10 000 s'assoit à un endroit qui active un oncogène pour que ça puisse vous donner une leucémie. Donc il faut essayer de diminuer ça. Alors l'une des possibilités, c'est de bricoler les virus pour que ces fameuses LTR, qui sont celles qui apportaient cette activité de stimulation de la transcription, en fait s'inactivent elles-mêmes par des mécanismes un peu complexes, mais qui sont dans la construction des nouveaux vecteurs. Vous avez ce qu'on appelle ces vecteurs de type SIN, Self-Inactivating Vectors. C'est au moment où ils vont répliquer leur génome et s'insérer dans le génome de l'hôte, où ils vont en fait déléter ces régions LTR. Et donc ça, c'est un premier niveau qui doit protéger.
L'autre, c'est qu'on a identifié ce qu'on appelle des séquences insulatrices qui font que quand vous avez un site de stimulation de la transcription, et vous êtes obligé d'avoir ce site pour exprimer votre gène médicament, il peut fonctionner sur le gène d'à côté, et donc stimuler aussi l'expression du gène qui est à côté par hasard, et avoir peut-être des problèmes. Et donc vous avez ces séquences insulatrices qui, en principe, doivent interdire, ou en tout cas réprimer, le fait que ces séquences activatrices de la transcription puissent, par exemple, stimuler l'expression d'un gène à gauche qui n'est pas celui gène médicament. Donc, si vous voulez, à l'heure actuelle, il y a des nouveaux types de rétrovirus qui sont sans doute avec des meilleures possibilités de sécurité, mais comme je vous l'ai dit, c'est évidemment un long processus pour les faire marcher. Alors, je vais aller maintenant un peu plus vite pour vous parler des lentivirus. Et pourquoi est-ce qu'on est passé au lentivirus ? Essentiellement à cause de cette histoire du fait que les rétrovirus doivent, pour pouvoir insérer, faire cette intégration de leur génome, il faut que ce soit des cellules qui sont en division. Or, il y a des cellules que vous voulez corriger, et soit qui ne se divisent pas du tout, hein, c'est les neurones, les cellules musculaires, en tout cas les cellules musculaires une fois qu'elles sont dans les fibres musculaires, et même si vous pensez aux cellules souches hématopoïétiques les plus précoces, elles se divisent très rarement. Elles sont là pour pouvoir être utilisées quand on en a besoin, mais elles se multiplient très peu. Si elles se multiplient très peu, elles vont être difficilement infectables par les rétrovirus. Alors, ce n'était pas un problème pour les SCID, parce que comme je l'ai dit, il s'était dit, s'il y a une cellule sur 1000 qui est infectée, ça suffit pour reconstruire. Mais dans le cas de l'adrénoleukodystrophie, qui est celui où Patrick Aubourg a mis au point, au début, ils avaient sur les modèles souris testé les rétrovirus. Et la conclusion, après plusieurs années d'efforts, c'est que les rétrovirus n'étaient pas suffisamment efficaces pour pouvoir avoir une correction suffisante pour être utile pour une maladie comme l'adrénoleukodystrophie. Et donc, qu'il fallait avoir un vecteur qui soit plus efficace sur des cellules qui ne se divisent pas ou qui se divisent peu, et c'est d'où l'utilisation d'un vecteur dérivé de l'antiviral. Mais je dirais, pendant plus de 5 ans, ils ont travaillé de manière extrêmement ardue sur essayer de faire marcher le rétrovirus dans les modèles souris et arriver à la conclusion que ça ne pouvait pas marcher. Alors, l'adrénoleukodystrophie, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie assez terrible, très, très, très terrible, et très bizarre. C'est une maladie démyélinisante, c'est-à-dire que les personnes atteintes, notamment les enfants, se portent très bien pendant 5 ans, 7 ans, 8 ans, quelquefois pendant 25 ans, quelquefois même pendant 40 ans. Et pour des raisons qu'on ne connaît pas vraiment à l'heure actuelle, il peut y avoir un processus probablement inflammatoire qui se met en place, qui fait que quand ils ont cette déficience dans une protéine qui est présente dans les peroxysomes, dans un organisme qui s'appelle les peroxysomes, tout d'un coup, il va y avoir cette démyélinisation qui se met en branle. Alors, la forme la plus fréquente et la plus sévère, c'est ce qu'on appelle la forme infantile cérébrale. C'est les gosses qui sont absolument normaux, qui n'ont aucun problème,
jusqu'à l'âge de 6, 7, 8, quelquefois 10 ans, et puis qui vont commencer à montrer des troubles du comportement ou des problèmes de vision, ils ont des troubles de vision ou d'audition, etc. Et puis, en fait, en quelques mois, vous avez une démyélisation massive au niveau du cerveau, et en fait, plus rien ne fonctionne, et en général, ils décèdent avant l'adolescence, ou alors ils sont, je dirais, dans le coma. Enfin, c'est vraiment une maladie assez terrible. Ceci dit, dans les mêmes familles, des gens qui ont la même mutation peuvent développer, à l'âge de 30 ou 40 ans, une forme qui est périphérique, c'est une démyélisation de la moelle épinière, au niveau de la moelle épinière, qui entraîne des troubles moteurs de type un peu comme la sclérose en plaques, et d'ailleurs, il y a des erreurs diagnostiques, souvent, où les gens ont été diagnostiqués comme sclérose en plaques, alors que c'est une adrénoleucodystrophie, ou quelquefois, vous avez, chez des adultes, ça va commencer par une forme périphérique, et puis finalement, le cerveau va être atteint. C'est une maladie liée au X, donc, en principe, c'est les hommes qui sont atteints, mais les femmes peuvent avoir cette forme adulte périphérique qui peut être quand même handicapante vers l'âge de 30-40 ans. Donc, mutation dans un gène qui est un transporteur au niveau de cet organisme cellulaire qui s'appelle les peroxysomes. Ce transporteur est impliqué dans la dégradation, dans le transport et la dégradation d'acides gras à très longue chaîne que l'on peut mesurer dans le sang. Et les patients, c'est même le diagnostic se fait comme ça, pour savoir si c'est une adrénoleucodystrophie. On mesure les very long chain fatty acids dans le sang, et ils sont très élevés chez les patients, enfin, non, même pas, chez les personnes normales qui ont la mutation dans le gène, ont des VLCFA très élevés. Donc c'est un test diagnostique qui ne vous dit pas si la personne est malade ou pas. Elle vous dit, elle a le déficit biochimique, et les VLCFA ne sont pas différents si c'est quelqu'un qui va encore très bien ou si c'est quelqu'un qui va très mal. Hein, donc c'est un biomarqueur du déficit biochimique, mais pas de la sévérité de l'atteinte. Alors, c'est une maladie donc qui touche les cellules, enfin la myéline. Et donc, on peut se dire que notamment, c'est ce qu'on appelle les oligodendrocytes, qui sont les cellules qui fabriquent la myéline, ou qui génèrent en tout cas ce phénomène inflammatoire qui fait que la myéline est détruite. Et alors qu'en général, la transplantation médulaire, c'est quelque chose qui ne marche pas dans les maladies neurologiques. Parce que quand vous faites une transplantation médulaire, vous corrigez les cellules hématopoïétiques, vous ne corrigez pas les neurones, vous ne corrigez pas les cellules gliales. Et pourtant, en 1990, Patrick Aubour a montré qu'on pouvait guérir, enfin, on pouvait prévenir l'apparition de la forme très sévère par transplantation de moelle. Et en fait, quelle est l'explication ? Dans le cerveau, vous avez des neurones, okay, vous avez des cellules gliales, des astrocytes, des oligodendrocytes, etc. Et vous avez des cellules qu'on appelle la microglie, qui sont impliquées notamment dans les réponses inflammatoires. Ou dans des, et la microglie est d'origine hématopoïétique. Elle est d'origine de la lignée des monocytes. Et en fait, cette microglie donc, est produite à partir de ces cellules sanguines et qui vont s'installer dans le cerveau. Et donc, pourquoi la thérapie génique de l'adrénoleucodystrophie marche, pas la thérapie, la greffe de moelle
marche dans l'adrénoleukodystrophie, c'est que, effectivement, elle corrige ces précurseurs de la microglie qui vont dans le cerveau et qui vont apporter suffisamment de fonctions manquantes pour empêcher le développement de cette démyélinisation. Alors maintenant, le problème, c'est que ce qu'ils sont aperçus, c'est que pour que cette thérapeutique soit efficace, elle ne permet pas de remyéliniser un cerveau démyélinisé. Elle permet d'empêcher la progression de la démyélinisation. Donc, il faut la donner avant que cette démyélinisation soit trop forte. Alors on pourrait se dire, mais peut-être qu'on peut la donner tout de suite. Sauf que la transplantation de moelle, c'est 20% de mortalité. Si vous avez un enfant, parce qu'il est dans une famille où il y a eu de l'adrénoleukodystrophie, vous avez trouvé la mutation. Vous savez que cet enfant, qui va très bien, est porteur de la mutation. Vous n'allez pas lui faire une transplantation de moelle si vous n'êtes pas sûr qu'il va développer cette maladie cérébrale. Parce que peut-être qu'il va aller bien jusqu'à 40 ans. S'il va aller bien jusqu'à 40 ans, vous ne voulez pas le traiter avec quelque chose qui a 20% de risque de le tuer à l'âge de 6 ans. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Dans les familles où on sait qu'il y a de l'adrénoleukodystrophie, parce que, si vous voulez, une fois, c'est souvent des cas sporadiques. Les cas sporadiques, quand vous avez un gosse, il y a un très, très joli film, là, celui-là, Lorenzo Oil, où c'est l'histoire d'une famille où il y a un gosse qui développe une adrénoleukodystrophie. Au début, c'est un gosse qui allait très bien, qui était bon en classe, etc. Et puis, tout d'un coup, il commence à avoir des troubles de comportement. Et donc, on convoque les parents en leur demandant, écoutez, il n'y a pas des problèmes dans le couple, là, parce que votre gosse, il était très bien, et tout d'un coup, il y a des troubles de comportement, c'est qu'il doit être perturbé, etc. Et ce n'est que quand il commence à y avoir, des troubles sensoriels, il commence à plus voir, etc., qu'on se dit, oui, c'est pas que il y a des problèmes chez les parents. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que dans les cas sporadiques, une fois qu'on fait le diagnostic, c'est en général trop tard. Hein, c'est que c'est déjà bien commencé. Par contre, dans les familles où il y a eu un enfant diagnostiqué, on peut suivre la mutation et savoir quelles sont les personnes qui vont encore bien, mais qui ont un risque de passer. Mais ils risquent à 8 ans, à 20 ans, à 40 ans, on n'en sait rien. Donc qu'est-ce qu'on leur fait ? Un IRM tous les ans. Pour voir, est-ce qu'on commence à voir des petits signes de démyélinisation ? Parce que l'IRM permet de détecter que ça commence avant même que cliniquement il y ait des problèmes. Et à partir du moment où on voit que ça commence, c'est là qu'il y a la course pour trouver un donneur et pour faire la transplantation. Donc, ceci justifiait, si vous voulez, la thérapie génique, parce que de nouveau, vous n'avez pas toujours de donneurs compatibles, vous avez la mortalité qui est liée aux complications de la greffe, puis on pourrait se dire, si la thérapie génique était tout à fait efficace et pas dangereuse, vous pourriez même, à ce moment-là, corriger les gosses, même quand ils vont encore bien, en se disant que comme ça, on va les protéger. Alors juste une chose, dans ce film, qui est un beau film, mais sous l'influence d'un père de famille qui voulait absolument trouver quelque chose, il pensait avoir trouvé un médicament, qui était un traitement diététique, et pendant longtemps, les gens se dit c'est sûr que ça doit marcher, parce que c'est un médicament, une huile, qui inhibait la production de ces acides gras à très longue chaîne. Je vous l'avais dit, dans cette maladie, il y a trop de ces acides gras à très longue chaîne. Et avec cette huile, l'huile de Lorenzo, puisqu'il s'appelait Lorenzo, ce garçon, donc ils ont appelé cette huile l'huile de Lorenzo, elle corrigeait, quand vous faisiez le test biochimique dans le sang, elle corrigeait le niveau des acides gras à très longue chaîne. Donc on se dit, ça corrige le biomarqueur, donc ça doit corriger la maladie.
Mais en fait, ça ne corrige pas la maladie, ça ne la prévient, semble-t-il, ça ne la prévient pas. Pendant très longtemps, les gens se disent oui, mais peut-être que ça empêche la maladie de se développer, peut-être, etc. À l'heure actuelle, en tout cas, Patrick Aubourg est convaincu qu'il n'y a aucun effet de Lorenzo Oil, probablement parce qu'il faudrait que ça ait un effet au niveau du cerveau et que ça n'en a pas. Bon, ça c'est juste un à côté. Donc, après ce qu'a fait les essais de Nathalie Cartier, qui travaille avec Patrick Aubourg sur les rétrovirus, ils ont mis au point d'abord sur les modèles souris les lentivirus, la manière d'utiliser ces lentivirus pour transduire des cellules CD34 humaines. Ils ont passé 2 ou 3 ans de discussion avec la FSAPS pour pouvoir faire leur essai clinique. Il n'y avait qu'une seule compagnie américaine à l'époque qui savait produire ce lentivirus. Et à un moment, la compagnie américaine qui leur a dit écoutez, finalement, ça ne nous intéresse plus, ce truc-là. Donc, on arrête. Et donc, ils ont réussi à négocier que cette compagnie leur ferait 4 lots cliniques. Sur les 4 lots cliniques, l'AFSAF leur a demandé de faire des tests de toxicité, qui fait qu'ils ont sacrifié un des lots cliniques pour pouvoir faire les tests de toxicité. Donc, ils avaient de quoi traiter 3 patients. Papier qui est paru dans Science en 2009, et dont Science a dit que c'est un des 10 événements marquants scientifiques, toutes sciences confondues, en 2009. Là, c'est 2 patients. Et là, ce qui montre, c'est combien... Alors, comme la microglie dans le cerveau, c'est difficile quand même d'aller voir ce qui se passe. Ce qu'ils ont regardé, c'est combien de lymphocytes ont été corrigés et expriment la protéine déficiente chez ces patients, la protéine ABCD, la ALD protéine. Donc, vous voyez, au début, aucun lymphocyte n'a cette protéine. Ils font cette thérapie donc ex vivo, c'est-à-dire on reprend les cellules de la moelle des patients, on purifie les précurseurs hématopoïétiques CD34+, on les infecte avec le lentivirus, on les remet chez le patient, et vous voyez qu'au bout de à peu près 1 à 2 mois, on a 25 à 30% de lymphocytes qui expriment la protéine déficiente, enfin, normalement déficiente. Et vous voyez que ça reste stable. Là, il y avait un suivi à 24 mois sur les 2 patients. C'est à peu près stable. Donc ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère, on pourrait se dire, mais est-ce que tous les types de lymphocytes ont été corrigés? Parce qu'en fait, à la limite, ils se fichent des lymphocytes. Mais ce qu'ils veulent, c'est que la microglie soit corrigée. Mais ils se disent que si on a quelque chose qui a corrigé des précurseurs suffisamment précoces, ils devraient corriger différents types de cellules hématopoïétiques. Et donc là, c'est, si vous voulez, différents marqueurs de différentes classes de cellules. Et ils trouvent pour toutes ces classes de cellules, effectivement, il y a une correction pour ces différentes classes de cellules. Donc, ils en concluent, qu'ils ont corrigé une proportion importante de cellules souches, parce que s'ils avaient corrigé que 0,1% ou 1% des cellules souches, comme il n'y a pas d'avantage sélectif pour des lymphocytes à avoir cette protéine, ça serait resté à 0,1% ou 1%. Donc, ils avaient une bonne efficacité de correction, et c'était suffisamment des cellules souches suffisamment précoces pour que ça puisse reconstituer différents lignages hématopoïétiques. Donc ça, c'est bien. Et au point de vue clinique, alors le problème, évidemment, c'est qu'on ne sait pas ce que ces 2 enfants seraient devenus si on ne les avait pas traités. C'est des enfants où on commençait à voir ces anomalies de la substance blanche à l'IRM
de manière très localisée. Donc c'est ce qui dit attention, il faut commencer. Et vous voyez, il y a quand même une petite progression des anomalies pendant la première année, probablement parce que vous devez avoir suffisamment de microglies qui se fassent et qui aillent dans le cerveau pour que vous ayez un effet. Donc le processus prend du temps. Mais vous voyez que ça se stabilise. 30 mois, 24 mois. Alors que ça, c'est un gosse qui n'a pas été traité. Vous voyez, ici, je dirais que c'est probablement, ici on pourrait dire que c'est plutôt équivalent à ceci. Regardez, 24 mois après, complètement démyélinisé. Ils ont traité un troisième patient, donc là, un papier un peu plus récent en français, où là maintenant ils ont un recul 30 mois, 24 mois pour un patient, et le troisième, un recul d'une dizaine de mois. Vous voyez, stabilité de l'expression et apparemment stabilité de... donc, il conclut qu'effectivement, ils ont pu avoir un effet efficace et pour le moment, ils ont regardé par séquençage, est-ce qu'il y avait, comme il y avait eu pour la thérapie des SCID par rétrovirus, est-ce qu'il y a tout d'un coup un clone qui rend compte de la majorité des lymphocytes et qui pourrait dire qu'il y a peut-être une génotoxicité qui donne un avantage sélectif. Et pour le moment, ils n'ont pas détecté un clone prédominant, mais ils disent évidemment, c'est que sur 2 malades, là quand ils ont fait ce papier, maintenant c'est sur 3, donc c'est pas beaucoup. Le recul n'est que d'environ 2 ans, mais disons jusqu'à présent, ils n'ont rien vu de délétère, et ils expliquent que leur lentivirus est un de ces self-inactivating lentivirus, donc c'est une précaution supplémentaire par rapport au rétrovirus qu'avait utilisé initialement Alain Fischer. Et donc, la meilleure efficacité du lentivirus sur ces cellules souches, le fait que peut-être, effectivement, c'est un vecteur, bien que dérivé du HIV, c'est un vecteur plus sûr. Et donc, là, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir aller plus loin. Mais pour ça, il a fallu retrouver une boîte de biotechno qui ait la compétence et qui soit prête à refabriquer de ce virus, ce qui n'était pas évident. Parce que, si vous voulez, c'est quand même de la très haute technologie. Et bien, les gens se demandent est-ce que c'est un marché suffisant pour qu'on puisse... voilà. Ben, je crois que sur ce, je vais peut-être m'arrêter là, juste peut-être pour dire que très, très récemment, en septembre 2010, il y a un autre essai de l'antiviral qui a toujours été fait, évidemment, autour de ces mêmes personnes, Alain Fischer, etc., mais aussi un Français qui est installé aux États-Unis pour une thérapie génique par l'antivirus, là, non plus pour une maladie génétique ultra rare, mais pour une bêta-thalassémie. Mais les bêta-thalassémies, c'est une des maladies génétiques, ou c'est peut-être la maladie génétique avec l'anémie falciforme la plus fréquente dans le monde. Un seul patient, avec à la fois une reconstitution stable, il n'a plus besoin de transfusion pour contrôler sa bêta-thalassémie sévère, mais il y a un clone dans la lignée érythropoïétique qui s'est mis à proliférer. Ce n'est pas une leucémie pour le moment, c'est pas, mais je suppose que s'il n'y a eu qu'un patient, c'est que pour le moment, ils attendent de voir ce que ça va donner avant d'en faire d'autres. Donc, si vous voulez, il va bien, mais il y a ceci qui montre qu'il y a quand même eu tout d'un coup un clone qui a eu un avantage sélectif. Ça n'a pas l'air de perturber trop le patient pour le moment,
mais ça remet cette idée que, attention, on ne contrôle pas encore tout. Voilà, je vous remercie de votre attention.